Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de cette étape entre Roskilde et Nyborg. 202 km au programme et vous allez voir que ça va être une étape certainement très animée. On reviendra là-dessus parce qu'il va se passer pas mal de choses sur cette étape. Je pense qu'il peut avoir un impact également sur le classement général, peut-être. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à marquer vos favoris pour cette étape. Voilà, mettre vos 3 pronostics, on va dire, et puis votre grosse cote. C'est toujours intéressant de voir les grosses cotes, parce que parfois certains restent très consensuels, on va dire, et d'autres partent dans des trucs assez extravagants. C'est toujours drôle, les grosses cotes. Puis des fois ça marche en plus, ces trucs extravagants. Un pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, puis ça aide à la visibilité de la vidéo. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, on est à 1440, puisque j'enregistre, nous sommes vendredi, il est 13h50. J'enregistre avant le contre-la-montre. N'hésitez pas, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications. C'est ce qu'on appelle en termes youtubesques le Saint Graal. Étape en ligne. Certains pourraient se dire, étape assez plate, 1152 mètres, bon, étape pas très dangereuse, sauf que il y a le vent, et le vent va avoir un impact sur cette étape. Ça rappelle l'étape de Zélande sur le Tour de France qu'on avait eu de départ aux Pays-Bas, qui avait eu des grosses conséquences. Je rappelle qu'un Pierre Rolland sur l'étape de Zélande, je crois, avait perdu 4 à 5 minutes au général, donc il avait perdu toutes ses chances pour le classement général. Alors je ne dis pas ça parce que l'île qu'on va utiliser sur une partie du parcours s'appelle en fait, enfin sur la carte du Tour de France, c'est marqué comme ça, c'est l'île de Zeeland, voilà, avec un A. Je pense que ça doit se prononcer Zeeland. C'est la zone qu'on va utiliser aujourd'hui, donc comme quoi il y a des points communs. On va passer donc de l'île de Zeeland d'un côté. Hop là, et pour la fin d'étape, donc on atteindra Nyborg et sur une autre île, parce qu'en fait le Danemark c'est plein de petites îles qui sont liées entre elles, très souvent par des ponts, par des petits bouts de terre, parfois ce sont des presqu'îles, mais c'est un territoire qui est assez surprenant de ce côté-là, et bien entendu, un peu comme les Pays-Bas, il y a énormément de vent au Danemark, même en été, donc on ne devrait pas avoir de surprise aujourd'hui, avec certainement des changements au niveau du classement général avec cette étape. Il faudra faire attention également parce que imaginons que nous n'ayons pas de coup de bordure, oui, mais les routes sont assez étroites et de toute manière le peloton sera très tendu avec les oreillettes, donc il se peut qu'il y ait également des chutes, pas forcément des coups de bordure seulement, mais également des chutes ou pourquoi pas des crevaisons également, vu que tout le monde ne pourra pas mettre ses roues là où il le souhaiterait. Donc ça va vraiment être une journée très tendue. Je pense que beaucoup de coureurs seront contents ce soir de ne pas avoir perdu de temps ou d'avoir perdu seulement 30 secondes parce qu'on peut vraiment avoir des écarts assez importants. On va regarder tout de suite le profil de cette étape. Vous voyez, entre Roskilde et Nyborg, il y aura 3 côtes de 4e catégorie au programme. Bon, on en a vu de la fumisterie au niveau des côtes, là on n'en est pas loin. Entre Roskilde et Nyborg, donc début de journée, voilà, assez tranquille. Et puis on a la première côte, la côte d'Asnaes Indeluke. Je pense que ça se prononce comme ça, au kilomètre 62, côte de 1 km 1 à 5,1% de moyenne. Donc là encore, ça ressemble à une vraie côte, voilà, d'Asnaes Indeluke, avec c'est un petit radar, voilà, un petit mur, avec les 300 derniers mètres à 8,6%, mais avant il y a déjà voilà, de quoi faire. Ce sont des côtes très, très, très peu longues. Ensuite, on a la côte de Hovestrade, côte également de 4e catégorie, c'est 10 km après, 900 mètres à 5,7%, on sera à 61 mètres d'altitude, donc c'est pas très haut, mais le problème c'est que dans ce coin-là, vu qu'il n'y a pas une montagne, il n'y a pas un radar, dès que vous êtes à plus de 50 mètres d'altitude, bah, vous prenez encore plus de vent. Donc ça c'est une côte de 4e catégorie, donc de 900 mètres. Ça, je dirais que c'est peut-être encore une côte qui ressemble à quelque chose. Et puis la dernière, elle est pas très intéressante, c'est Karup Standbacke, 1 km 4,6%. Bon voilà, là c'est 2 petites bosses, mais pas très très dures.
pour cette montée du Karutstandbacke. 77 mètres d'altitude, ça sera le point le plus haut pour cette étape. Et puis ensuite, on redescendra vers le sprint intermédiaire à Kalundborg, c'est-à-dire à 75 km de l'arrivée, pour ensuite le pont du Grand Belt, qui sera au kilomètre 182, le départ de ce pont, c'est-à-dire à 20 km de l'arrivée. Faire attention, 18 km de pont, et donc l'arrivée du côté de Nyborg. On quitte le pont pour entrer dans Nyborg, quasiment, c'est à 2 km près, on sera dans Nyborg. Donc dans le final, donc on traverse cet énorme pont, le Grand Belt, 18 km, qui fait la fierté de tout le Danemark. Il y a aussi un pont qui est assez connu entre Copenhague et Malmö en Suède, qui est également d'une vingtaine de kilomètres. Il y a pas mal de ponts au Danemark. Il faudra faire très attention car l'approche est étroite. Alors moi j'ai regardé les 30 derniers kilomètres. Enfin, j'ai essayé de les regarder les 30 derniers kilomètres, il me manque juste la fin parce que j'avais du mal à voir les rues sur Google View, enfin Google Street View. Je peux vous dire que c'est vraiment pas large. Il y a des coins en plus, on va avoir des barrières sur le bord de la route, des barrières de champs, de protection de champs, donc on ne pourra pas aller sur le bas-côté pour tenter de remonter. De toute manière, c'est très compliqué de remonter sur le bas-côté parce que le sol est sablonneux, donc forcément c'est du sol qui est pas vraiment énormément stabilisé. Donc il y a peu de place pour que tout le monde passe. Et puis ensuite, nous avons le pont. Alors le pont est plutôt très large. Et puis dans le dernier kilomètre, nous avons 2 virages. Le premier à 600 mètres de l'arrivée à 90 degrés sur la gauche, puis une longue courbe sur la droite qui se termine à 250 mètres de l'arrivée. C'est-à-dire que la ligne d'arrivée sera visible très tardivement pour les sprinteurs. Donc là aussi, c'est un peu particulier. On va avoir tendance, peut-être, pourquoi pas, à lancer son sprint un peu trop tôt ou un peu trop tard. Donc il faudra faire attention. Je pense qu'il faudra se méfier de certains coureurs, mais est-ce qu'ils seront encore là? Ça, c'est la grande question. À la sortie du pont, vers 5 km de l'arrivée, on a une chicane droite, puis gauche également. Alors c'est pas vers 5 km de l'arrivée, c'est dans les 2 derniers kilomètres où on a cette chicane droite puis gauche. Donc là aussi il faudra se méfier dans ces 5 derniers kilomètres. Voilà, il y a quelques difficultés à la sortie du pont. Une fois qu'on quitte le pont, c'est beaucoup moins facile. On passe à l'histoire du Tour de France. Aujourd'hui, c'est pas vraiment l'histoire du Tour de France, c'est plutôt l'histoire du cyclisme danois, des grands événements du cyclisme danois pour cette deuxième étape. Demain, ça sera un peu différent, vous allez voir. Et puis demain, il n'y aura pas beaucoup de photos au programme. Pour ce départ au Danemark, on parle donc du cyclisme local et on va revenir sur les championnats du monde 2019. Nous sommes en Grande-Bretagne, nous sommes du côté d'Harrogate pour un parcours qui, sur le papier, devait être assez vallonné et pas simple. Mais en plus, on rajoute des conditions climatiques extrêmement mauvaises. Pendant toute la semaine, il va pleuvoir quasiment tous les jours, avec des conditions climatiques catastrophiques, notamment pour le contre-la-montre junior ou espoir, je ne sais plus, où vous avez des coureurs qui vont tomber dans des océans presque, dans des petits ruisseaux sur la route et qui tomberont. Ça va même obliger les organisateurs à enlever une vingtaine de kilomètres par rapport au parcours prévu. On ne fera que 260 kilomètres par rapport aux quasiment 290 qui étaient prévus au départ, parce que ça devait être les championnats du monde quasiment les plus longs depuis une trentaine d'années. L'équipe de France est emmenée par Julien Alaphilippe, elle est construite même autour de Julien Alaphilippe, qui est vraiment le favori, l'un des favoris pour cette étape et pour ces championnats du monde. Les conditions d'adhérence sont très précaires sur le début de journée, avec 10 routes inondées d'eau. Vous voyez les photos qui sont assez incroyables. Malgré ça, une échappée de courageux part au bout de 25 km de course. On retrouve Nairo Quintana pour la Colombie, Richard Carapace pour l'Équateur, et pas pour la Colombie, je fais souvent l'erreur. Primoz Roglic et Jan Polang pour la Slovénie, Magnus Cort Nielsen pour le Danemark, Petrova Koch pour la République tchèque, Sylvain Didier pour la Suisse, Matej Bonnard pour la Pologne, Jonas Kor pour l'Allemagne, Hugo Houle pour le Canada et Alex Hoves pour les États-Unis. On a quand même des très bons baroudeurs des très bons coureurs et des très bons baroudeurs également dans cette échappée. Dans le peloton, c'est la débandade totalement, avec Pogačar et Sivakov qui tombent comme Philippe Gilbert, qui fait partie des favoris, le Belge, sur ce parcours. Lui qui a remporté le Tour des Flandres, Roubaix également. Donc c'est vraiment des conditions où il doit faire partie des favoris.
Remco Evenepoel donc va se sacrifier pour son leader belge. Comme quoi, Remco Evenepoel sait parfois faire le travail d'équipe. Ben Kestauer, le luxembourgeois, info un petit peu cocasse, est même obligé de demander un vélo à l'équipe d'Irlande parce que son vélo a un problème technique et le problème c'est qu'il n'arrive pas à retrouver l'équipe de Luxembourg, donc c'est l'équipe d'Irlande qui lui prête un vélo. Beaucoup de coureurs abandonnent avant le final de la course, notamment le tenant du titre, Alejandro Valverde, qui avait gagné l'année d'avant en Autriche, face à Romain Bardet, pour ceux qui s'en souviennent, et Michael Woods. La course est exigeante avec des températures fraîches et des conditions très humides depuis le départ. À 5 tours de l'arrivée, on commence à avoir une course qui se décante légèrement avec la première attaque de Lawson Craddock qui est suivie par Stefan Kung. Derrière, la France, l'Italie et la Belgique s'allient pour contrôler cette attaque. Kung et Craddock ne font pas partie des favoris au départ de cette épreuve. Le rythme fait quand même craquer Lutsenko, ce qui montre que la course est très difficile. Lutsenko faisant partie des outsiders. À 47 km de l'arrivée à Basini, le presque retraité tombe lourdement dans une descente. C'est une image assez marquante. Pedersen, quelques kilomètres après, le Danois décide d'anticiper les attaques des leaders et il revient sur les échappées. Il sera suivi quelques mètres après par Moscon qui revient également sur Craddock et Kung. L'écart augmente avec les 4 hommes de tête, 20 secondes, puis 27 secondes, surtout que Moscon ne rechigne pas à la tâche, comme Kung notamment. Le peloton commence à paniquer et nous voyons de multiples attaques. Nils Politt, Dylan Teuns et à 33 km de l'arrivée, c'est une attaque majeure qui se produit avec Van der Poel qui décide de sortir. Il est suivi par Matteo Trentin et Daniele Felipe Martinez. Le rythme est trop important pour le Colombien qui est repris par le peloton. Le duo met seulement 3 km à revenir sur le groupe de tête. À l'avant, à 2 tours de l'arrivée, nous avons donc Stefan Kung, Moscon, Pedersen, Trentin, Van der Poel. Dans le peloton, les autres leaders sont battus, notamment Julien Alaphilippe, Peter Sagan ou Van Avermaet. La tempête continue de s'abattre sur l'épreuve, les conditions sont encore catastrophiques et nous rentrons dans le dernier tour après 6 heures de course. Le groupe de tête possède 48 secondes d'avance. Autant vous dire que c'est quand même intéressant avant d'entamer les 15 derniers kilomètres de course. À 12 km 700 de l'arrivée, c'est la grosse surprise. Van der Poel craque complètement sans prévenir en plus. Vraiment, il craque d'un coup. Pourtant, il aime le froid, les conditions humides, mais il en a peut-être trop fait. Je vous avais dit, les hommes de tête avaient quand même 30 secondes d'avance et Van der Poel et Trentin les ont repris en 3 petits kilomètres seulement. Autant vous dire qu'ils ont roulé bien fort. Désormais, l'Italie a un avantage énorme avec 50% de l'échappée. Ce qui fait que pour éviter les attaques, Gianni Moscon donne tout pour son leader et il craque bien entendu. Nous avons donc un sprint à 3. C'est Trentin qui lance de beaucoup trop loin et il est débordé à la surprise un peu générale par Mats Pedersen que peu de monde connaissait en dehors des spécialistes du cyclisme. À ce moment-là, Pedersen ne faisait pas partie véritablement des stars du peloton. C'est cette victoire qui va lui faire gagner une notoriété quand même très importante, surtout dans son pays. Pour Trentin, c'est une déception énorme. Il avait toutes les cartes en main pour gagner et il commence à avoir un petit peu une réputation de poulidor, on va dire, pas de serial vainqueur. Kung finit 3e, ce qui est également un bon résultat pour le Suisse. C'est le premier titre sur la course sur route en ligne dans la catégorie élite pour le Danemark, qui avait fini 2 fois 2e sur les 20 dernières années, on va dire. En 97, Bromberger, qui termine derrière, 2e derrière Laurent Brochard. Et puis Matti Breschel en 2010, derrière Tourusov, c'était du côté de l'Australie. On revient sur les célébrités, les personnalités un petit peu danoises sur cette étape. Du côté du cyclisme, on passe à Sagelzee, qui est la ville de Ole Ritter. Alors Ole Ritter, et on passe également dans la ville, je crois, de Chris Anker Sørensen. Mais on va se concentrer sur Ole Ritter, parce que Chris Anker Sørensen, on en a parlé hier, qui est en fait la première star un petit peu du cyclisme danois. C'est le premier
très bon coureur danois du côté du cyclisme. Alors, il est connu dans la fin des années 60, début des années 70. Hein, sa carrière, on va résumer, c'est entre 66 et 75 à peu près au niveau des années. Donc, on peut dire les mêmes eaux qu'Eddy Merckx presque. Vainqueur de 3 étapes sur le Giro. Alors, c'est un petit peu flou parce que c'est l'époque où sur le Giro, vous avez les demi-étapes. Donc, selon les sources, c'est 3, 4, 5, enfin, c'est un enfer. Donc, on va dire, je me suis basé sur 3 victoires d'étape. Mais si vous voyez sur d'autres sites qu'il en a gagné plus, ne vous inquiétez pas, il y a des demi-étapes, c'est un enfer. En plus, le Giro à cette époque-là était déjà très très bien organisé. 9e en 70, 7e en 73, quand même. Hein. Donc, c'était pas simplement un spécialiste du chrono, qui était quand même sa première spécialité. Il est également recordman de l'heure en 68 et 72 avec 48 km 653 et recordman du 100 km. Donc vraiment un beau palmarès pour les Ritter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous intéresser hein, parce que moi-même je ne le connaissais pas pour vous dire avant de préparer cette vidéo. Hein, moi, je connais beaucoup le cyclisme des années 2000, hein, je suis contemporain de ce cyclisme-là. J'ai quand même, je me suis pas mal renseigné sur le cyclisme des années 80-90. C'est vrai que sur le cyclisme des années 60-70, j'ai beaucoup plus de lacunes autant sur la F1, je connais très très bien, il faut le dire, l'histoire de la F1 dès les années 50. Autant sur le cyclisme, sur l'histoire, voilà, je connais très bien à partir des années 80, mais sur les années 60-70, parfois j'ai quelques lacunes. Du côté des autres spécialistes, eh bien, on part de la ville de Kevin Magnussen, Formule 1, aujourd'hui du côté de chez Haas. On a ensuite, on passe également par la ville de Christian Poulsen, du côté du football, assez connu, hein, le joueur danois. Et puis on arrive à Nyborg, et Nyborg, c'est la ville de l'inventeur du handball, Nikolaus Ernst, en 1897. Moi je pensais que le handball était un sport allemand, eh bien non. C'est un sport danois. Les Allemands ont tout volé aux Danois en nous faisant croire que c'était allemand. Donc le handball est danois, ça peut servir en dîner mondain de dire « Eh ben tu sais pas quoi, le handball est un sport danois en fait, inventé par Nikolaus Ernst. » Voilà, au moins vous aurez appris quelque chose pour vos dîners mondains. Du côté de la météo qui va nous importer aujourd'hui, 22 degrés, soleil sur le parcours pendant toute la journée, quelques nuages mais vraiment rien de dangereux sur cette étape. On a du vent de sud-ouest qui va être à peu près stable pendant toute la journée entre 20 et 40 km/h en rafale, mais il n'y aura pas au début de journée pas de vent et en fin de journée 80 km/h. On devra avoir des conditions à peu près stables. Faudra quand même se méfier au niveau de la vitesse du vent parce que je rappelle qu'on passe quand même quasiment toute la journée le long de la mer et que parfois par rapport aux données de la chaîne météo ou de Météo France ou de n'importe quel météorologiste, eh bien parfois on sous-estime un petit peu le vent qui peut être le long de la mer, donc il faut faire attention. Et puis 20-40 km/h le long de la mer, c'est déjà une bonne vitesse pour pouvoir faire des coups de bordure. Face, 3/4 face sur la première partie de journée jusqu'à 75 km de l'arrivée à Kalundborg. Là ensuite il sera complètement de côté, voire 3/4 face encore, parce qu'il devrait être majoritairement quand même de face, donc autant vous dire c'est l'idéal pour faire des coups de bordure. De face, techniquement sur le pont, peut-être légèrement 3/4, mais quand même majoritairement de face, et ça jusqu'à l'arrivée sur la ligne droite finale du côté de Nyborg. Donc vraiment il y a 3 changements de direction importants. Kalundborg à 75 km de l'arrivée. Du côté de front de Svenstrup, on va dire, là on commence à attaquer le pont du Grand Belt. Donc là on sera plutôt sur du vent de face et c'est voilà, donc le début de journée, Kalundborg pour le premier changement de direction, Svenstrup pour le deuxième. Du côté de cette étape, en termes de stratégie, soit on a un sprint massif, j'y crois pas des masses vu le vent. Je pense à un sprint en petit comité avec grande possibilité de coups de bordure et pas mal de coups de bordure. C'est-à-dire il faudra faire attention, on pourrait avoir un peloton coupé en 3 en une partie de course,
puis ensuite un groupe qui rejoint un autre dans une portion un peu plus calme, et puis un peloton qui se recoupe même dans le final. Moi, je vois pas une grosse grappe dans le final à l'arrivée. Je vois 25 coureurs, je pense, pour le sprint final. Donc, ça sera quelque chose d'assez atypique. Du côté des favoris, j'ai mis Jakobsen. Il sait quand même très bien se démerder sur les coups de bordure. Je vous rappelle, Parani cette année. Il est chez Quick-Step qui sait quand même très bien se débrouiller. Van Aert, bien entendu, quand il y a du vent. Van Aert, faut toujours s'en méfier. Surtout Roglic et également Vingegaard connaît le coin. Donc, c'est un petit avantage du côté de la Jumbo. Jasper Philipsen. Alors j'ai hésité quand même à le mettre favori. Il y aura quand même la solution Van Der Poel. Là aussi avec le vent, normalement c'est des coureurs qui savent se débrouiller. Philipsen avec le vent. Et puis en grosse cote, j'ai mis Alexander Kristoff, Intermarché de Montigobert. C'est un coureur aussi qui sait très bien se débrouiller quand il y a du vent. Et puis il connaît un petit peu, je pense un peu le Danemark, même s'il est norvégien, il doit connaître un petit peu les routes du Danemark. La manière dont le vent se fait dans cette région-là. Du globe. On termine avec les horaires de course. Départ midi 15. Alors le départ, je vérifie même en direct, c'est départ. Alors là pour une fois, parce qu'à chaque fois je vais mettre le départ réel, c'est le départ du départ fictif, mais en fait le vrai départ sera à midi 35, ça c'est le départ réel du côté de Roskilde 2. Kalundborg, qui est donc le changement de direction dont je vous ai indiqué à 75 km de l'arrivée, sprint intermédiaire. Le passage est prévu entre 15h21 et 15h36. Prenez quand même plutôt l'horaire le plus rapide, le 15h21, parce que s'il y a du vent, je pense qu'on sera plutôt proche de l'horaire rapide. L'entrée sur le pont se fera entre 16h30 et 16h54. On a été très large au niveau de l'horaire d'arrivée. Et puis l'arrivée se fera entre 16h59 et 17h24 selon les organisateurs. Mais encore une fois, prenez plutôt l'horaire le plus rapide qui devrait donc être le bon horaire pour cette journée. Débrief de cette étape, 21h. Là, on devrait pouvoir tenir le 21h. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis, je pense que ce soir, regardez bien le débrief. On aura pas mal de choses à dire. Donc, débrief à partir de 21h. Peut-être 21h30, peut-être 21h45. C'est entre 21h et 22h. J'ai de la DSL, j'ai pas de la fibre, donc voilà, je dois faire avec les dieux de l'internet qui sont rarement avec moi, il faut le dire. On se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur la BRK Production. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao!